J'ai 30 ans, je suis en pleine forme, j'ai un business que je peux exercer de n'importe où dans le monde, mais quel abruti à rester chez moi à Paris. Sors de chez toi, va voir le monde, il y a encore plein de pays que j'ai envie d'explorer, j'aime voyager, j'aime le voyage seul. Quand tu voyages seul, à moins d'être extrêmement solitaire, et moi je suis un peu solitaire mais pas à ce point, il y a un moment où t'as besoin de rencontrer des gens. Et en fait le fait d'être seul, ça te force à sortir de ta coquille. Moi ce que je déteste dans le voyage, c'est la nouveauté. C'est un coût du changement qui est trop élevé. Pour moi il y a tellement de désavantages que j'arrive pas à profiter un maximum. À chaque fois que je vais aux États-Unis, ça me rend socialiste, parce que je me dis les États-Unis, c'est le symbole de tout ce qui va pas avec le capitalisme, tu vois. Je suis content de payer des impôts pour qu'en France on n'en soit pas là. Quand j'étais petit, je faisais des rêves avec des monstres. En fait, j'en avais ras-le-bol de flipper parce qu'il y avait un monstre qui allait arriver. Au bout d'un moment, je réalisais que j'étais dans un rêve, mais je savais pas comment m'en échapper. Et du coup, j'ai appris à me suicider dans mes rêves. Il faut qu'on arrête de célébrer les gens pour leur vertu. On doit célébrer les gens pour ce qu'ils ont accompli, pour ce qu'ils ont apporté à l'humanité, pour leur talent, pour leur intelligence. On devrait jamais célébrer les gens pour leur vertu, parce qu'on finit presque toujours par se rendre compte qu'en fait, ces gens-là étaient des énormes ordures en secret. Pourquoi la casquette, Antoine? J'ai le profond sentiment d'être copié, d'être plagié, d'être... Tu veux pas faire une vidéo plagiée par Antoine BM? Salut Félix. Salut Antoine, ça va? Ça va? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce petit exercice et d'ailleurs je t'ai tapé dessus la semaine dernière parce que je me suis dit mais pourquoi on n'a pas un rendez-vous mensuel dans le calendrier qui nous permet de ne pas oublier? Et du coup, Ouais, on je l'a crois mis que en c'est place. juste parce qu'on n'avait pas de rendez-vous qu'on a oublié de faire des podcasts. Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, moi, j'avais complètement oublié et jusqu'à ce que je reçoive la notification du calendrier il y a 1 heure qui me disent dans 1 heure, t'as un podcast avec Félix. Bah c'est génial, vive les calendriers. T'es où là? C'est quoi ces trucs rouges là? C'est une maison close? C'est quoi le machin? Alors presque. Je suis à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Tu sais, la Nouvelle-Orléans, ça a été d'abord colonisé par des Français. Et donc, il y a une influence française. D'ailleurs, il y a le quartier français qui est vraiment l'endroit où il y a tous les touristes et tout. Et donc, on retrouve l'influence dans l'architecture. D'ailleurs, la guest house dans laquelle je suis s'appelle The Parisian Guest House. Donc, on retrouve vraiment tout le côté un peu kitsch français, ancien et tout. Et moi, En j'aime mode beaucoup. cabaret et prostitution, c'est ça? Un peu. Il y a des petits tableaux et tout sur les murs. Il y a un côté très chaleureux. Ouais. Bah super, qu'est-ce que tu fais là-bas? Aucune idée. Je divague, je vagabonde. Je suis parti pour un tour du monde là de 6 mois. Je suis parti en commençant par le nord de l'Amérique. J'ai commencé par New York, puis je suis allé à Détroit, puis là je descends. Et en fait, je vais descendre avec le soleil parce que moi j'aime pas trop l'hiver. Et là à Paris, la grisaille commence à s'installer de ce que j'ai vu quand je suis parti. Et du coup, je vais suivre un peu le soleil et je pense que je vais me retrouver en Amérique du Sud jusqu'à Noël. C'est quoi qui m'a lancé? Qui t'a lancé pour faire le tour du monde? Parce que tu vois, un matin, tu m'as dit ah, je vais faire un tour du monde et tout machin, ça va durer longtemps et machin. C'est quoi c'est quelle mouche t'a piqué? En fait, j'ai réalisé un truc, c'est que j'ai voyagé de moins en moins ces dernières années. Notamment parce que j'avais de plus en plus de responsabilités chez moi, à Paris, avec l'appart, avec les animaux, je viens d'acheter une maison là en plus à la campagne, donc je voyageais en fait de moins en moins, je voyageais seul aussi de moins en moins, alors que c'était un mode de voyage que je chérissais beaucoup. Et en fait, je me suis rappelé du voyage qui avait changé ma vie, c'était il y a quasiment 10 ans. J'étais parti tout seul au Sri Lanka et j'avais voyagé pendant 5 mois en Asie du Sud-Est. Et ça m'avait vraiment marqué ce voyage parce que finalement 5 mois c'est pas tant que ça, mais j'ai le sentiment quand j'y repense que c'était toute une période de ma vie, tu vois. J'ai le sentiment vraiment que c'était un chapitre entier de ma vie ces 5 mois. Et c'est vrai que c'est une des facultés qu'a le voyage, c'est que ça t'offre quelque part du temps. T'as l'impression de gagner du bonus temps dans ta vie parce que ça passe lentement. En fait, tu vis tellement d'expériences que ça s'étend dans les souvenirs. Et là, je viens d'avoir 30 ans et je me suis dit... J'avais fait des vlogs. Donc t'as documenté, ça reste, machin. Exactement, et je suis très nostalgique quand je regarde ces vlogs. Et du coup, là, je viens d'avoir 30 ans et je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de marquer le coup, j'ai envie de sortir de mes habitudes. Et je me suis dit, il y a une chose incroyable que j'ai réussi à préserver pendant 10 ans, malgré le fait que j'ai construit un business, que le business se soit bien développé, c'est ma liberté de mouvement. C'est que j'ai pas de rendez-vous dans mon calendrier, à part avec toi, mais on le fait en visio. J'ai pas de contraintes horaires, j'ai pas de contraintes géographiques. Et en fait, si je veux partir 6 mois en voyage, je peux le faire. Et donc je me suis dit, fais-le parce que tu peux. Fais-le tant que tu peux aussi, parce que tu sais jamais ce qui va se passer plus tard en termes de professionnel, même en termes personnels, si tu tombes malade, si t'as plus la même mobilité qu'avant. Je me dis, j'ai 30 ans, je suis en pleine forme, j'ai un business qui me permet que je peux exercer de n'importe où dans le monde. Mais quel abruti à rester chez moi à Paris. Sors de chez toi, va voir le monde, il y a encore plein de pays que j'ai envie d'explorer, j'aime voyager, j'aime le voyage seul. Et donc c'était l'occasion pour moi de vivre cette expérience. Et je me suis dit, voilà, tous les 10 ans, si je le peux à 40 ans, je le referai à 40 ans.
Excellent. Tu sais ce que je me suis dit quand tu m'as annoncé ton tour du monde? Non? Tu venais de dire, oui, avec le passage à la trentaine et tout, ça va être maintenant les relations amicales, ça va être hyper important, machin, je vais organiser des soirées, tout ça. Et juste après, paf, je pars en voyage 6 mois. Et j'ai dit, mais y a pas, c'est quoi le machin, tu vois, c'est Et l'antipode, tu vois. c'est C'est, justement parce que mon objectif de l'année dernière, c'était de consolider des relations amicales, que bah, si je peux me permettre, si tu veux, cette année de partir en ayant eu le sentiment d'avoir consolidé, d'avoir atteint cet objectif quelque part. L'année dernière, j'avais vraiment un objectif, c'était de me faire un entourage à Paris, d'amis, de gens que je peux voir régulièrement. L'objectif, c'était de me dire, pas forcément avoir que des amis proches, c'est difficile d'avoir des amis proches et c'est pas forcément, t'as pas forcément envie d'avoir 40 amis proches. Mais j'avais envie de me dire, si un soir j'ai envie de sortir et de voir des gens, n'importe quel soir, je peux le faire. Et j'ai eu l'impression que cet objectif était atteint avant la fin de l'année. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une grosse soirée chez moi, la soirée vieux, pour fêter mes 30 ans. Et donc tout le monde devait venir déguisé en vieux. J'ai invité un peu tous les gens que j'ai rencontrés ces derniers mois, ces dernières années. On a fait la fête et en même temps, bah, c'était pour moi l'occasion de leur dire au revoir et leur dire bah voilà, vous allez pas me voir pendant 6 mois, un an. Et de partir un peu repartir d'une page blanche, tout en gardant cet objectif social, parce que quand tu voyages seul, à moins d'être extrêmement solitaire, et moi je suis un peu solitaire mais pas à ce point, il y a un moment où tu as besoin de rencontrer des gens, tu as besoin de contact social, et en fait le fait d'être seul, ça te force à sortir de ta coquille, ça te force à aller vers les autres. Et là par exemple, tu vois, ça fait une semaine que je voyage, j'ai parlé quasiment à personne, j'ai pas fait de rencontres, évidemment j'ai parlé à des gens mais j'ai pas fait de rencontres. Et donc, hier soir, je me suis dit, mais j'en ai marre en fait de parler à personne. Je suis allé sur Airbnb, je me suis réservé un Airbnb Experience. Tu sais, maintenant ils proposent ça. Et donc ce soir, je vais faire une tournée des jazz bars avec un groupe de voyageurs comme moi et un guide. Et je me suis dit, bah voilà, ça va être l'occasion peut-être de me faire des potes ou en tout cas de discuter avec des gens, quoi. Et ça, je l'aurais pas fait évidemment si j'étais pas en voyage. Donc c'est aussi un moyen de se faire de nouveaux amis, de voyager. Alors, qu'est-ce que ça fait de suivre le soleil, tu sais? T'as un oiseau migrateur, c'est ça? J'aime bien l'idée de court-circuiter les saisons. Je trouve que les saisons sont une belle invention. Déjà, on pose ça quand même sur la table déjà. On a la chance, pour les Français, les Belges, les Suisses qui nous regardent, on a la chance de vivre dans des pays où il y a des saisons déjà. C'est pas le cas partout, où il y a des vraies saisons avec des grosses différences, etc. Ça crée du contraste. Mais, on va pas se mentir, quand tu vis dans la partie nord de la France, ou quand tu vis en Belgique, ou quand tu vis à Paris, l'hiver, c'est une épreuve, quoi. Et je pense que c'est une épreuve pour nous tous, c'est juste trop long, trop gris, trop pluvieux. Et il y a un moment où moi je me souviens, avant que je lance mon business, que j'étais encore coincé à Paris dans mes études, et que en janvier, février, je t'en pouvais plus, tu sais, la grisaille, le froid, le machin, et que tu voyais des gens qui étaient sous les tropiques en train de se balader sous les cocotiers, où tu dis, mais si tu peux faire ça, mais faut être stupide pour pas le faire, quoi. Si tu peux le faire, c'est tellement extraordinaire de pouvoir vivre ça qu'il faut le faire. Et en fait, maintenant, j'ai ce truc-là de quand vraiment j'en peux plus de l'hiver, de partir au soleil. Bon, là, c'est un peu différent parce que je vais vraiment partir beaucoup plus longtemps que ça. Là, c'est surtout le voyage qui m'intéresse. Mais l'idée aussi, c'est qu'on n'a pas eu trop d'été là à Paris. Moi, en plus, je suis pas parti cet été. On n'a pas eu trop d'été. En vrai, on a un été un peu pourri. Et donc là, on était en septembre, ça y est, 10 septembre, il commençait déjà à flotter, à faire 12 degrés et tout. Moi, j'étais là, non, 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 moi, je vais récupérer mon J'ai pas été là. signé J'ai pour ça. pas eu. Exactement. Donc là, je suis à Nouvelle-Orléans, il fait 28 degrés. Ensuite, je vais au Mexique. T'inquiète pas que je vais être bien niveau soleil, là. Alors, est-ce que tu as fait des découvertes pour t'organiser? Parce que je sais qu'à chaque fois que tu pars en voyage, c'est toujours le même truc, le fétichisme du sac. Le sac. Allez, il faut acheter 3 sacs, on bazarde le machin, on pèse chaque élément pour savoir qu'est-ce qui va rentrer. Est-ce que tu nous l'as fait encore cette année? Bien sûr, c'est de pire en pire, je pense, cette maladie. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, alors t'as organisé un peu ton voyage, tu prévois d'aller où et tout. Moi, je suis là, aucune idée de où je vais aller, j'ai rien prévu. Par contre, mon sac, ça fait 4 mois que je suis dessus, à peser chaque objet, à me dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas ça qui est mieux que ça? Est-ce que ça fait pas doublon? Est-ce que je peux pas optimiser le sac? Et donc là, j'ai tourné une vidéo, là, il y a 2 jours, qui va sortir bientôt sur ma chaîne YouTube où je détaille évidemment chaque objet, chaque truc. Je sais que j'ai un petit club de fétichistes dans mon audience qui suivent ça aussi de près. Et en fait, c'est un truc que j'ai découvert, pareil, pendant mon premier grand voyage quand je suis parti au Sri Lanka. Je suis parti avec le gros sac de rando de ma mère, vraiment le gros truc qui dépassait ma tête, tu vois. C'est-à-dire que de dos, on savait même pas si j'étais un mec ou une meuf.
Et dans le sac, bah tu vois, j'avais pris plein de trucs qui servaient à rien. J'avais pris un gros trépied, tu sais, Amazon basique qui devait faire 1,5 kg. J'avais pris une perche à selfie en plus du trépied, tu vois, au cas où, qui était même pas compatible avec mon iPhone, enfin avec ma GoPro parce que c'était pas le bon embout. J'avais pris des tas de trucs au cas où qui m'ont servi strictement à rien. Et j'ai pété un câble. Et donc, quand je suis arrivé en Thaïlande, j'avais un ami sur place. Je lui ai demandé s'il pouvait garder mon sac. Et à la place, j'ai acheté un petit sac cabine. Et j'ai fini mon voyage avec un sac cabine. Et ça a vraiment changé ma manière de voyager. Je n'ai plus jamais enregistré un bagage depuis. Est-ce que Et comment depuis ta révélation des sacs cabines, est-ce que cette année, le poids a diminué ou il stabilise? Tu vois? Alors, il s'est Est-ce que tu stabilisé. me fais de l'anorexie du sac ou? J'ai été dans les extrêmes. Le plus extrême que j'ai fait, c'est de voyager un mois en Asie, notamment au Cambodge, avec un petit sac à dos de 10 litres. Donc je sais pas si t'imagines, mais même pour un sac de journée 10 litres, c'est pas beaucoup. Tu peux glisser un ordinateur 13 pouces, une bouteille d'eau, un change de vêtements, donc un t-shirt, un caleçon. Voilà, tu peux même pas mettre une caméra. Enfin voilà, j'étais parti avec ça. Donc j'avais pris un iPad, j'avais pris un seul change de vêtements. Je me filmais avec mon iPhone, donc j'avais fait vraiment le minimum du minimum. Et j'avais des lessives en lingettes. Et donc tous les soirs, dans mon lavabo de mon hôtel, bah, je faisais ma lessive. Enfin, je nettoyais en fait mes vêtements du jour. Je les faisais sécher pendant la nuit. Ça, en termes de sentiment de liberté, c'est le paradis. Parce que t'arrives quelque part, t'as même pas besoin de trouver un hôtel où poser tes affaires. En fait, t'arrives quelque part, ton avion atterrit ou ton train arrive à la gare, tu sors du train et tu vas commencer à te balader dans les rues. Et en fait, t'as rien sur le dos. Donc ça pèse de rien. T'as aucun problème de te dire, oh, je fatigué et tout. Vraiment, t'arrives comme si tu t'étais levé chez toi et t'étais allé faire un petit tour et t'allais rentrer chez toi ensuite, tu vois. Et au moment où tu commences à être fatigué dans ta journée, bah là tu vas sur Booking, tu trouves un hôtel, l'hôtel le plus proche, tu le réserves et là tu vas te poser. Alors en termes de sentiment de liberté, c'est extraordinaire. En termes de confort, tu perds trop, je trouve, en confort et en plaisir aussi de pouvoir juste te changer, mettre des vêtements un peu différents de temps en temps, avoir un peu le matériel que t'aimes bien. Voilà, j'ai trop perdu là-dedans, donc j'étais content de l'avoir expérimenté, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de voyager. En fait, tout est une question de confort, c'est-à-dire que voyager avec un sac lourd, c'est inconfortable, donc c'est pas intéressant, même si tu prends des affaires qui vont te rendre le truc plus confortable. C'est-à-dire que c'est une question de juste niveau, en fait. À quel point est-ce que mon sac doit être lourd? À quel point plutôt est-ce que mon sac doit être léger pour que je garde le niveau de confort que j'ai envie d'avoir dans le matériel que j'emporte? Et donc j'essaye d'avoir le juste milieu entre suffisamment de vêtements et de matériel pour que je me sente bien et un sac suffisamment léger pour que je me sente bien. Donc c'est pas une histoire d'avoir le sac le plus léger possible, c'est une histoire de placer le curseur au bon endroit. Et c'est ça que je fais là pour ce voyage. Et j'ai un sac, tu vois, qui fait à peu près 8 kilos. 8 kilos, c'est pas beaucoup, mais c'est pas non plus de l'ultra minimalisme. J'ai une chemise, j'ai 6, enfin j'ai de quoi m'habiller pendant une semaine avant de faire une lessive. J'ai pris ma caméra, tu vois, un réflexe pour pouvoir faire des belles vidéos. Donc j'ai quand même ce qu'il faut, j'ai un ordinateur 13 pouces, voilà, j'ai ce qu'il faut pour me sentir confortable, pour avoir le sentiment de manquer de rien, mais on n'est pas non plus dans l'ultra minimalisme. Toi Félix, t'es moins voyage, j'ai l'impression que tu voyages plus pour des raisons utiles, genre pour rencontrer des clients, pour aller à des conventions, des séminaires, des trucs comme ça. Est-ce que tu prends quand même plaisir à voyager, ou est-ce que pour toi c'est juste un voyage à une fonction et c'est tout? Moi, ce que je déteste dans le voyage, c'est la nouveauté. Alors déjà, je dis ça, tous les gens me disent mais quoi, mais quoi, mais quoi. Moi, j'aime aller dans des endroits que je connais, avoir mes habitudes, mes repères, etc. Et pour moi, c'est un coup, c'est peut-être un côté un peu autiste, tu vois. C'est un coup du changement qui est trop élevé d'aller à chaque fois dans des nouveaux endroits, se faire ses marques, quoi manger, nanana, quoi faire, etc. Comment prendre ses marques dans un habitat qui t'appartient pas et que t'as pas pensé, etc. Et du coup, pour moi, il y a tellement de désavantages que j'arrive pas à profiter un maximum, tu vois. Et en même temps, tu vois, il y a des côtés qui sont magiques, tu vois. Là, j'ai été au Japon pendant 2 mois avec mon compagnon, tu vois, c'était vraiment top. Et je Pourquoi vous regrette aviez pas, tu choisi vois. le Japon? Alors déjà, j'étais un peu obligé parce que j'avais un voyage qui était organisé pour découvrir un peu la pensée japonaise et machin, donc je devais déjà y être là-bas. Et en même temps, bah c'est quand même le Japon, c'est une culture qui est peut-être la plus différente de nos fondements à nous.
Et dans ce contexte-là, c'est vraiment se confronter à la différence, tu vois. Bah, t'es en France, tu vas en Suisse, bah, même si c'est pas le même pays, t'as énormément de choses qui quand même sont similaires. Bah, le Japon, enfin, c'est quand même un choc culturel qui je trouve, est intéressant. Et voilà pourquoi le Japon. Parce que ça répond à ta question, Antoine. Peut-être aussi parce que c'est un choc culturel tout en ayant quand même un sens de l'ordre qui est encore plus fort que chez nous. C'est pas chaotique, tu vois, d'aller au Japon. Ah Et ouais, moi je vais pas dans les pays du tiers-monde, tu vois. Thaïlande, tu me verras pas les pieds là-bas. Je sais pas si t'as vu, je sais pas si t'as vu, il y a une Française là qui a eu des problèmes en Thaïlande. Bon, je vais pas dire les mots parce que on va être censuré sur YouTube, etc. Mais voilà, bref, elle a eu des problèmes avec un Thaï, la police, tout de suite. Tu restes pas dans ces pays-là et l'ambassade qui a rien fait, etc. Alors que bon, Hmm. le Thaï avait quand même fait des trucs avec son fils, tu vois. Donc il y a un moment donné, comment tu peux aller dans ces pays-là? Moi, je cautionne pas ces machins-là, tu vois. Donc C'est du oui, fait mais divers. le fait que On n'est ça pas soit possible, mais oui, mais enfin, ça arrive pas au Japon, tu vois. Enfin, et même le fait divers, la police, elle va pas, enfin, c'est pas dans l'ordre du Hmm. possible. Très sur, bien. sur les notes positives là. Donc c'est quoi tes étapes là que t'as dit que t'avais pas trop prévu. Donc là, Nouvelle-Orléans, que tu sais à peu près ce que tu vas faire à la suite. Ouais, ensuite je vais au Mexique, Mexico City, peut-être me balader un peu au Mexique. Bon, c'est grand, hein, il y a quand même pas mal d'endroits que j'ai notés. Et puis continuer vers le sud, peut-être passer un peu de temps aux Antilles. En Amérique du Sud, j'aimerais bien aller en Colombie. J'ai notamment C'est que entendu ça parler chauffe un peu là. en ce moment là. Et bah dans cette région, il y a des endroits, voilà. Enfin faut faire gaffe, non? Je sais pas. Voilà. Ouais, Il y a des mais trucs, c'est des après, mini-révolutions et machin, voilà. ouais, non, mais après, tu sais, t'as les infos qui arrivent à toi et t'as la réalité dans le pays, tu vois. Genre, il y a des gens pendant, je sais pas, pendant les manifs en France qui venaient pas en France en pensant que le pays était à feu et à sang. Moi, personnellement, j'habite en plein centre de Paris. J'ai jamais vu une manif quasiment juste parce que je suis pas dans les bonnes rues, tu vois. Et donc en fait, il y a les échos qui arrivent jusqu'à toi. Les échos, c'est toujours les échos de ce qu'il y a de plus extrême. Et il y a les millions de personnes en fait qui vivent sur place en paix et qui vivent très bien. Après, l'Amérique du Sud, faut toujours faire attention quand tu vas en Amérique du Sud. Bon, ça dépend des pays et ça dépend évidemment des zones où tu vas, mais ça peut être dangereux. Maintenant, en fait, c'est toujours une histoire de rapport au risque. Tu vois, quel est le risque? Qu'est-ce que toi t'en tires comme bénéfice? Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque? Et comment tu peux mitiger, enfin, limiter le risque au maximum, tu vois. Donc moi, en Amérique du Sud, je me balade pas tout seul la nuit, j'évite certains quartiers, je me renseigne un peu avant, je prends conseil auprès des locaux, j'évite d'avoir le moindre signe ostentatoire de richesse sur moi. Donc voilà, j'ai été au Brésil. L'endroit, je pense, le plus dangereux où j'ai été, c'est à Rio. Au Brésil, là, tu sens vraiment le danger dans la rue, quoi, parce que genre, t'as des tags À de quoi tu le gangs sens? partout. Les tags, moi je trouve que c'est vraiment ça. Les tags ne sont jamais nettoyés, et t'as des rues entières, des belles rues, tu vois, avec des immeubles anciens et tout très jolis, qui sont couverts de tags du bas jusqu'en haut. Et c'est pas des tags gentils entre guillemets comme on a à Paris, c'est vraiment des tags qui font peur, quoi. C'est vraiment des tags, genre des signes de gang, des trucs qui ressemblent à des croix gammées, des trucs. Ça fait vraiment flipper, tu vois. Et t'as ça partout dans toute la ville, et t'as des gens qui font peur aussi qui se baladent. Et puis t'as les échos de gens où en fait, tu te rends compte que quand même beaucoup de gens qui y sont allés à un moment se sont fait retrouver à se faire braquer, parfois avec un flingue et tout, et c'est pas statistiquement minime, tu vois, c'est quand même statistiquement assez significatif. Et donc quand tu vois ça, tu te dis ok, il faut vraiment que je fasse gaffe. Après, j'ai aussi rencontré un Français qui était là depuis 2 ans, 3 ans même, qui avait jamais eu de problème, tu vois. Donc je pense que ça dépend aussi beaucoup de est-ce que tu rentres dans l'archétype de la cible parfaite pour les agresseurs ou pas, tu vois. Le fait déjà de faire attention à ne pas être dedans, je pense que tu divises ton risque de te faire agresser déjà par 10. Donc c'est important en fait, c'est surtout de la connaissance. Si tu connais bien le truc, tu as moins de chances d'avoir des problèmes. Après, le risque zéro n'existe pas et je sais bien qu'en allant en Amérique du Sud, mais tu vois, c'est comme si tu viens à Paris, tu es un touriste, tu viens à Paris, tu es perdu, tu te balades comme ça avec ta T'es carte, fait détrousser là. Par les tu te pickpockets. retrouves dans les mauvais quartiers parce que tu connais rien et tu sais pas où est-ce qu'il faut aller. Bon, évidemment, tu augmentes tes chances de te faire détrousser. Voilà, moi je vis à Paris, j'ai quasiment jamais de problème, tu vois. Donc ça dépend encore une fois de ton attitude, de où tu vas, de ton niveau de connaissance par rapport au risque, quoi. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a surpris là depuis que t'es parti? Un truc qui m'a surpris, à quel point les Américains sont extravertis. Ils sont à tel point extravertis que
ça me complexe en fait sur mon introversion que je pensais avoir un petit peu vaincu. C'est-à-dire que je savais que j'étais un introverti, mais j'avais quand même la capacité à parler avec les gens, etc. Mais là, enfin, il y a un niveau en fait, Définitivement, c'est les mort. gens, tout ce qui leur passe par la tête, ils le disent. Genre dans le bus, tu vois, t'es dans le bus à Paris, personne dit rien, quoi. Tu vois, chacun est là sur son téléphone à faire sa vie. Mais là, t'es dans le bus, en fait, le bus s'arrête. Il y a les gens qui viennent parler au chauffeur. Il y a tout le monde qui commence à discuter les uns avec les autres. Les gens, ils rigolent, ils font des blagues, ils se vannent et tout. Alors, ils sont jamais rencontrés de leur vie, quoi. Et ça, je trouve ça incroyable. Tout le monde te demande, genre la caissière de supermarché, elle te dit, hey, salut, comment tu vas? Et tout le monde te demande comment tu vas. Ce qui à chaque fois te surprend. Tu vois, t'es là, je sais pas, j'ai pas l'habitude qu'on me demande ça, tu vois. Et c'est juste c'est la politesse ordinaire en fait. Et donc moi forcément en tant que français, j'ai pas l'habitude de ça et ça me demande un temps d'adaptation et un lâcher prise que j'ai pas naturellement, tu vois, de juste te laisser aller au flot de la conversation. Les gens parlent très vite tout le temps sans raison particulière et faut l'encaisser quoi. Il y a pas si longtemps, t'as lu un livre sur l'honnêteté radicale. Est-ce que tu dirais que les Américains, ils sont... Parce qu'il y a à la fois les deux clichés, tu vois. Il y a un peu le cliché des Américains faux cul, tu vois, donc à Hmm. pas dire ce qu'ils pensent, à machin, dans l'extraversion, etc. Et au contraire, à dire tout ce qui se passe par la tête, etc. Selon toi, est-ce que les Américains, par rapport aux Français, est-ce qu'ils sont plus honnêtes radicales Non, ou je pas? pense pas. Ou c'est le contraire? Alors j'ai pas discuté suffisamment avec des Américains pour te dire avec certitude, mais le sentiment que j'en ai, c'est que euh, dans les conversations entre amis, nous on a beaucoup plus de capacité d'honnêteté, de franchise, et d'ailleurs on le voit au fait qu'on se dispute beaucoup plus en France, c'est que là-bas quand ils voient une dispute de Français, ils pensent que c'est la fin de notre amitié et tout, alors que nous c'est juste un mardi soir comme un autre quoi. C'est vraiment tout à fait normal de s'engueuler et puis ensuite de boire une bière comme si c'était rien passé. J'ai l'impression qu'ils ont moins ce truc-là les Américains, donc dans ce sens-là ils ont plus ils se retiennent plus, ils ont plus de peut-être de sens de la politesse ou en tout cas tu pourras appeler ça de l'hypocrisie comme tu veux, mais en tout cas ils vont être moins francs sur ces trucs-là. Par contre, je pense qu'ils ont beaucoup moins de timidité. C'est juste ça en fait, c'est qu'ils sont pas timides. Je pense qu'ils apprennent dès l'école à parler en public, à parler devant les autres, à s'exprimer en fait face aux gens. Et donc, ce qui fait que, bah, tu vois, ils peuvent Ils font être des keynotes à 3 ans, quoi. mais en fait, c'est ça. Enfin, tu peux te mettre à parler à une salle de 20 personnes comme ça, juste parce que tu as un truc à dire, sans te poser la question de qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, tu vois. Et ça, je trouve ça magique. Alors parfois, c'est chiant. Par exemple, dans les restos, les gens parlent super fort, mais genre vraiment, si tu veux savoir toute la vie de la personne à côté de toi, t'as juste à t'asseoir à moins de 4 mètres et tu connais toute sa vie par cœur. Donc les gens ont aucune restriction sur le volume, ce qui peut être assez pesant au bout d'un moment pour un touriste. Mais voilà. Mais en tout cas, ils ont le courage, si tu veux, de parler aux gens, quoi. J'ai l'impression qu'ils se posent jamais la question de ça va être mal vu ou ça va être bizarre de parler parce qu'en fait tout le monde le fait. Tout le monde se parle, tout le monde parle à tout le monde, donc c'est tout à fait normal ici, quoi. Est-ce qu'il y a toujours la même magie, par exemple à New York? J'imagine que t'es passé à New York au premier, non? Ouais, Parce ouais. que c'est une ville qui t'a beaucoup inspiré, t'y es allé plusieurs fois, etc. Aujourd'hui, est-ce que tu ressens la même magie, peut-être la même excitation, etc. Je ressens pas la même excitation. Il y a toujours une différence entre la première fois où tu y vas, surtout à New York, parce que on a tous vu des films, des séries qui se passaient là-bas et tout, donc t'as l'impression, c'est un souvenir familier en fait qui prend forme. C'est un peu comme quand tu vas à Disneyland quoi pour la première fois quoi. C'est le monde que tu pensais être quasiment un monde de fiction qui en fait prend réalité devant toi et Le c'est train de la assez vie. magique. Et c'est vrai que c'est une ville qui s'arrête jamais, qui continue à grandir tout le temps. Moi, ce que j'aime bien, c'est regarder les gratte-ciel. À chaque fois que j'y vais, t'as des nouveaux gratte-ciel en construction, et puis la fois suivante où j'y vais, ceux qui sont en construction sont terminés, puis t'en as des nouveaux qui apparaissent, et ça pousse comme des champignons. Maintenant, je trouve que c'est une ville qui sent de plus en plus la désillusion, dans le sens où ça coûte de plus en plus cher d'être là-bas, que ce soit pour y vivre ou pour la visiter. Enfin, c'est devenu quasiment impossible, tu vois. Même pour moi, bah, tu vois, je me retrouve à me dire, mais tu vois, je vais pas payer 500 balles la nuit juste pour dormir dans un 2 pièces à Manhattan. Donc au final, je me retrouve à prendre un Airbnb dans le New Jersey, tu vois, donc c'est à une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est pas très loin, mais je me retrouve en fait moi à me dire bon bah en fait je peux pas faire ce que je pouvais faire avant parce que juste c'est Ça y est, devenu t'es trop pauvre. cher. C'est devenu trop cher pour Pareil. moi. Je suis pauvre pour vivre à New York. Bah exactement. Je suis trop pauvre pour vivre à New York. Et en fait là-bas ça se matérialise aussi par le fait que t'as vraiment une différence de plus en plus forte entre les gens qui ont réussi si tu veux à s'accrocher aux branches
et les gens qui ont lâché, quoi. Et en fait, les gens qui ont réussi, ils vivent leur best life je sais pas, à la Gossip Girl à New York, Avec le le Starbucks cliché le de la matin. meuf, le Starbucks le matin, tous les sacs de fringues dans les mains et tout, à passer partout, à avoir une vie à 200 à l'heure et tout. Et à côté, t'as plein de mecs qui errent dans la rue, qui sont sous drogue, qui crient, qui... Tu vois, j'ai rencontré un Français là-bas qui me suivait il y a quelques jours et on est allé se poser dans le Washington Square Garden, tu vois, c'est un des parcs les plus mythiques de New York, hein, c'est là où il a été tourné le générique de Friends, et c'est un très beau parc, mais en fait, on était entouré de zombies, quoi. On était entouré de zombies, en plein milieu de la conversation, on était sur un banc. Il y a un mec qui vient à côté de nous, il y a une poubelle à côté de nous et qui commence à sortir les trucs de la poubelle et puis il sort tous les trucs et à la fin il vide complètement la poubelle genre à 1 mètre de nous et il se casse et c'est bon, c'était la fin de son intervention, tu vois. Et tu te dis, il y a un moment où c'est juste pesant, tu peux pas juste l'ignorer et faire comme si ça n'existait pas. C'est partout, comme ça l'était déjà partout à Los Angeles et à San Francisco il y a 5-10 ans. C'est arrivé à New York aussi, la pauvreté extrême, partout tout le temps enfin voilà, c'est un truc qui évidemment impacte la vision que les gens ont de cette ville, quoi. Et je pense que c'est principalement lié au fait, au côté déjà extrême des Américains où tu vois c'est soit tout soit rien et puis au fait que ce soit hors de prix de juste à pouvoir Ouais. dormir quelque part, quoi. Et Juste pas la pouvoir dormir protection quelque part. sociale. Il n'y a pas de protection Aussi. sociale, rien. C'est soit tu make it en Amérique, soit on te laisse crever, quoi. Et ça, tu le ressens très fort. Et moi, là-bas, ça me rend socialiste. À chaque fois que je vais aux États-Unis, ça me rend socialiste. Parce que je me dis, les États-Unis, c'est le symbole de tout ce qui va pas avec le capitalisme, tu vois. Ils ont des boîtes qui sont extraordinaires. Ils ont les meilleures boîtes du monde. Ils ont Apple, ils ont Google. Enfin, ils ont les meilleurs ingénieurs. Ils ont des plus grands artistes. Ils ont vraiment des personnes extraordinaires qui réussissent extraordinairement là-bas. Et c'est vrai que ça existe. Et parfois qui partent de zéro. Donc il y a quand même un ascenseur social qui existe encore. Mais de l'autre côté, en fait, tous les gens qui ont pas réussi, c'est la misère en fait, c'est la misère et ça dérange. T'as l'impression que ça dérange personne en fait cette cohabitation entre le succès total et la misère totale. Et moi, ça me dérange, tu vois, et je suis content qu'en France on n'en soit pas là, tu vois. Je suis content de payer des impôts pour qu'en France on n'en soit pas là. Tu Aujourd'hui, c'est quoi qui t'intéresse? C'est quoi donc là, t'es en plein voyage, etc. Mais est-ce que t'en profites pour te passionner de domaines en particulier? Est-ce que t'as des livres obscurs hein, que t'es en train de lire? Là, je viens de terminer un livre sur les rêves. Alors, je te recommande, je vais le faire un résumé là sur ma chaîne YouTube. Euh, Vraiment, je recommande parce que si tu l'appliques, enfin, si tu mets en place les expériences qui te proposent dans le bouquin, tu peux vraiment apprendre des trucs sur toi. Et donc, bon, il y a plein de choses intéressantes dans ce bouquin, mais il y a une idée notamment qui est de noter ses rêves. Donc, quand tu te réveilles au milieu de la nuit, tu sors d'un rêve, en fait, quasiment tout le temps, tu sors d'un rêve. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y penser pendant 5 secondes, on va se rendormir, ensuite on l'oubliera à jamais, tu vois. Et en fait, notre cerveau est bien fait parce qu'il oublie volontairement les rêves pour pas qu'on les confonde avec la réalité dans nos souvenirs. Comme les rêves sont très réalistes et comme on ressent des vraies émotions dans les rêves, si on se souvenait de tous nos rêves, on pourrait on pourrait ne pas se rappeler en fait si on l'a vraiment vécu ou si on l'a rêvé. Et donc c'est pour ça qu'on oublie si rapidement et si facilement nos rêves. Et du coup, le fait de les noter, ça permet déjà de pas les oublier, ça permet de revenir dessus plus tard, de les interpréter, et ça permet aussi, si tu veux t'amuser à faire des rêves lucides, par exemple, de pouvoir y accéder plus facilement. Et moi, un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est l'interprétation des rêves. Alors, il y a plein de façons de le faire, et il y a plein de façons un peu, tu vois, un peu mystiques de vouloir interpréter les rêves. Et en fait, ce que nous dit le livre, c'est que on peut employer n'importe quelle façon d'interpréter les rêves. Il n'y a pas une façon qui marche avec tout le monde parce qu'on est tous différents, tu vois. Donc si tu rêves d'un arbre qui tombe, si on te dit c'est la fin de quelque chose, en fait ça peut être la fin de n'importe quoi pour n'importe qui. Ou peut-être simplement que toi t'es bûcheron et que rêver d'un arbre qui tombe c'est juste un truc tout simple pour toi parce que c'est ton quotidien, tu vois. Donc évidemment ça dépend des gens. Et donc j'ai fait des rêves où j'ai commencé à les noter. Donc j'utilise l'application Journal sur mon iPhone. Et je garde mon T'as appris des iPhone, trucs. Est-ce que je t'as garde appris mon des trucs que iPhone tu veux partager? pendant Ouais. la nuit. Et en fait, c'est compliqué d'en parler parce que c'est que des trucs très intimes. En fait, dans tes rêves, tu remarques que dans quasiment tous tes rêves, ça reflète toujours des situations sociales. On rêve quasiment jamais, par exemple, les choses qu'on fait vraiment pendant la journée, comme scroller sur un ordinateur. On rêve très rarement qu'on est en train d'utiliser un ordinateur ou un téléphone, ce qui est drôle parce qu'on passe beaucoup de temps par jour à le faire. Mais en fait, on rêve quasiment tout le temps qu'on est dans les situations sociales avec des gens,
dans des conversations, dans des situations compliquées, même les rêves érotiques évidemment c'est toujours en rapport avec des gens, parfois c'est pas les gens qu'on veut mais bon voilà, c'est ton rêve te met dans des situations awkward avec des gens que tu connais bien, tu vois. C'est quasiment tous tes rêves c'est ça. Et donc c'est intéressant de les interpréter parce que ça révèle des choses par rapport à ta relation à ces gens-là et par rapport à ta relation à toi-même. Je vais te donner un exemple. Récemment, j'ai rêvé qu'il y a une personne, une personne qui est entrée dans ma vie il y a peu de temps, avec laquelle je m'entends bien, etc. Que j'ai un peu peur au fond de moi de la décevoir ou de la blesser d'une façon ou d'une autre, tu vois. Et j'ai rêvé que cette personne, elle me rejoignait en voyage et que, alors, histoire chelou, hein, j'étais en Israël dans ce rêve. Et elle me rejoignait par la frontière terrestre en passant par la Palestine. Très mauvaise idée. La pauvre. Mais dans mon rêve, c'était tout à fait normal. Et là, je regarde un flash info à la télé et je vois cette personne qui explose sur une mine. Et le flash info dit encore un touriste explosé sur une mine en essayant de passer la frontière. Et je vois ça et je me sens super mal et je culpabilise. Parce que les émotions, tu les ressens vraiment dans les rêves. Tu vois. Et je commence à culpabiliser, à me sentir super peiné, super mal, bon, normal. Et ensuite, je me réveille. Je note le rêve, sinon j'aurais probablement oublié. Et le lendemain, je relis le truc et je me suis dit, mais en fait, l'interprétation est très claire. Et les rêves parlent souvent en métaphore. L'interprétation est très claire, en fait, c'est que j'ai peur de faire du mal à cette personne ou de la blesser. Et donc, je rêve que ça arrive, que cette personne souffre ou, là, en l'occurrence, meurt, en partie à cause de moi. Et donc, ça, c'est intéressant, tu vois. Parce que ça te permet de réfléchir à qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment, comment tu le vis, quelle est la nature de ta relation avec les gens, etc. Donc ça m'apprend des choses, ouais. Ça m'apprend des choses sur moi et c'est une thérapie un peu passive où en fait tes rêves tu les contrôles pas la plupart du temps, tu les subis et on n'en fait rien. On n'en fait rien alors que en fait c'est ton inconscient qui parle directement quoi. Et donc je pense que une bonne façon de communiquer avec son inconscient, c'est de noter ses rêves et ensuite de réfléchir à ses rêves. Est-ce que tu aspires à faire des rêves lucides, etc. pour t'entraîner après ou c'est juste pour mieux te connaître et... J'aimerais bien en faire plus parce que c'est très fun de faire des rêves lucides. J'en fais de temps en temps. Et j'adore ça. Et en fait, c'est trop bien quand tu fais des rêves lucides parce que tu peux plus faire de cauchemars, en gros. Alors, tu fais pas des rêves lucides à tous les coups, hein, même si tu maîtrises, t'en fais pas tout le temps. Mais en gros, quand tu fais des rêves lucides, en fait, quand tu commences à être dans un cauchemar et que tu réalises que t'es dans un cauchemar et que t'es dans un rêve lucide, bah en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te dire, ah bah super, en fait, le monstre, je m'en fous, je peux lui casser la gueule, je peux lui pisser dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois, je suis dans un rêve. Tu peux te jeter par la fenêtre, tu peux te suicider. Et généralement, tu te réveilles quand tu te suicides. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris à faire des rêves lucides. C'est quand j'étais petit, j'en avais marre de faire des rêves. Quand on est petit, on fait des rêves avec des monstres. Même quand on a une enfance heureuse, on fait des rêves avec des monstres, des gens qui nous poursuivent. Et quand on est adulte, nos cauchemars, ils prennent une nature différente. Généralement, c'est plus des conflits avec des gens. Et quand j'étais petit, je faisais des rêves avec des monstres. En fait, j'en avais ras-le-bol de flipper parce qu'il y avait un monstre qui allait arriver. Au bout d'un moment, je réalisais que j'étais dans un rêve, mais je savais pas comment m'en échapper. Et du coup, j'ai appris à me suicider dans mes rêves. Donc tu vois au départ c'était je me jetais s'il y avait une fenêtre je me jetais par la fenêtre, je me jetais la tête la première par terre et tout. Et en fait plus tard j'ai trouvé des manières plus faciles de se réveiller qui étaient de me forcer à ouvrir les yeux. Enfin il y a certaines choses que tu peux faire comme ça. Moi je faisais ça quand j'étais petit aussi. J'ai fait c'est des vrai rêves lucides. Ouais, C'est vrai. quand j'étais petit, cauchemar, etc. Et en fait l'action de vouloir ouvrir les yeux, et bah ça me faisait pas ouvrir les yeux, mais ça me faisait du coup reprendre le contrôle du rêve, etc. Et moi c'était mon expérience et c'est quelque chose que j'ai oublié, c'est enterré, machin. Aujourd'hui c'est pas quelque chose que Tu fais faudrait plus peut-être pratiquer. tu fais plus de rêves lucides. Non, mais quand j'étais petit, je volais comme ça, machin, comme planais, Génial. volais comme un oiseau, à chaque fois avec ça, tout le temps. Ouais. Tu peux t'entraîner à faire des rêves lucides. En fait, le premier truc à faire, c'est de réussir à détecter que tu es dans un rêve. Et pour ça, il faut regarder certaines choses. C'est marrant, c'est un peu comme l'IA. Par exemple, si tu regardes tes mains dans un rêve, il y a de très fortes chances que tes mains soient cheloues. Genre, t'as un doigt en plus, ou il te manque un doigt, ou elles sont en forme de palme, ou je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que le rêve, t'imagines que c'est ton cerveau, sans rien voir, t'as les yeux fermés, qui reconstitue une réalité visuelle. Donc, il le fait de mémoire, de pure mémoire. Et en fait, les mains, c'est très compliqué à générer. Et c'est drôle, parce que, tu sais, ça révèle plein de trucs parce que c'est pareil avec les IA génératives et tout et on se dit mais enfin les modèles de diffusion et on se dit mais en fait si ça se trouve on est nous-mêmes dans notre rêve c'est une simulation et tout enfin on retrouve des trucs communs et donc si tu regardes tes mains dans un rêve et que tu t'aperçois que t'as pas le bon nombre de doigts tu vas te rendre compte que t'es dans un rêve et à ce moment-là tu vas pouvoir commencer à faire un rêve lucide et évidemment tu vas dire mais comment je fais en fait dans mon rêve pour penser à faire ça si je suis pas lucide. En fait c'est une habitude qu'il faut prendre dans ta journée. Donc dans ta journée, tu vas faire des choses pour vérifier que t'es pas dans un rêve. Alors les gens ils parlent de se pincer, mais c'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Donc il y a l'histoire des mains, il y a d'autres trucs que tu peux faire, genre regarder juste autour de toi, voir si tout est cohérent, si tout est à sa place, etc. Et en fait, si tu le fais plusieurs fois par jour, bah tu vas finir par le faire aussi dans tes rêves parce que ça va devenir quelque chose d'ordinaire.
Et dans tes rêves, tu vas pouvoir détecter qu'il y a un truc qui est pas normal. D'ailleurs, c'est quand même, moi, quand je fais des rêves lucides, c'est toujours ça. C'est vraiment, je me dis, mais attends, ça, c'est pas normal. J'étais pas dans ce lieu il y a 2 secondes, où cette personne-là, elle est pas censée avoir cette tête, ou tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que tu es dans un rêve lucide. Et après, tu peux essayer de prendre le contrôle de ton rêve. Ça, c'est pareil, c'est pas évident, ça prend du temps et tout. Mais c'est super amusant, c'est un loisir, tu vois. Et en fait, quand tu fais ça, t'as plus peur aussi de. Tu sais, t'as des phases dans ta vie où tu peux faire des cauchemars ou des rêves désagréables. T'as plus trop peur de le faire parce que tu sais que tu peux reprendre le contrôle et tu peux t'amuser. Moi, je me bats énormément dans mes rêves alors que je suis la personne la moins violente du monde, tu vois. D'ailleurs, ils ont étudié le fait que les gens qui étaient le plus violents dans leurs rêves, c'était souvent des gens qui étaient les plus gentils dans dans la vie réelle. Peut-être qu'il y a un truc je sais pas, à compenser. Mais tu vois, dans tes rêves, tu peux péter la gueule des gens qui t'emmerdent. Vraiment, littéralement. Tu peux leur péter la gueule, il va rien se passer. Et ils peuvent pas te créer de douleur, tu vois. Donc t'es gagnant-gagnant, quoi. Excellent, incroyable. Pourquoi la casquette, Antoine? J'ai vu que maintenant c'est la nouvelle mode. J'ai le profond sentiment d'être copié, d'être plagié, d'être. Tu veux pas faire une vidéo plagiée par Antoine BM? C'était mon symbole, la casquette. Non, je rigole. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi maintenant tu veux cacher ton front? C'est quoi? Mais assume, Félix, que tu es une source d'inspiration pour tout le monde et que tu es une légende, voilà. Ça c'est la réponse gentille, la vraie raison. La casquette, en fait, c'est un peu par hasard au départ. J'ai acheté cette casquette que j'aimais bien parce que je sais pas, je me suis dit, j'ai pas de casquette. Enfin, j'ai pas de casquette qui me va bien, quoi. Et du coup, j'ai acheté cette casquette. Et un jour, je voulais faire une vidéo. Et mes cheveux, c'était vraiment pas possible. Tu vois, genre, je sais pas, t'as des jours de mauvais cheveux, des jours de bons cheveux et tout. C'était un jour de mauvais cheveux. Et du coup, j'étais là, j'ai fait 3 prises à cheveux. J'ai dit, non, j'ai vraiment une tête de con et tout. J'ai mis la casquette et là, ça passait. Exactement. Et en fait, magique, hein. Génial. Génial. Mes cheveux, ça a toujours été un problème pour me filmer. Ou à chaque fois, il faut que je vérifie mes cheveux et tout, c'est relou. Bah, d'un coup, hop, je mets un truc dessus, il y a plus de problème. Et donc, j'ai commencé à porter la casquette en vidéo. Et je me suis dit, en plus, c'est bien, ça me fait un signe reconnaissable. Parce que jusque-là, j'avais le t-shirt noir, mais en fait, le t-shirt noir, c'est quand même très banal. Et puis en plus, je portais pas 100% des cas et tout. Et puis, tu vois, quand je voyage, j'aime bien porter aussi de t-shirt blanc et tout, quand il y a trop de soleil et tout. Donc je me suis dit, c'est pas suffisamment précis et mémorable. Alors que la casquette, c'est plus facile. Si quelqu'un veut me recommander, enfin, si quelqu'un parle de moi à quelqu'un d'autre, en disant, tu vois, tu sais, le créateur là qui fait des résumés de livres, machin, tu sais, le mec avec la casquette noire. C'est plus facile à identifier que s'il dit tu sais le mec avec le t-shirt noir, tu vois. Ouais. Et donc voilà. Donc j'ai commencé bien, et je me suis raccord. C'est t-shirt noir, casquette noire. Ça m'a fait penser un peu à l'image que j'ai eue quand je t'ai vu la première fois avec casquette. J'avais l'impression de voir genre Victor Ferry qui essaie de faire la racaille. Mais... Super, merci beaucoup pour ce compliment. Non mais ça te va bien, mais c'est Victor Ferry quand des fois il joue la racaille et tout, il essaie de mettre la casquette et tout en mode machin. C'est vrai que j'ai pas trop une tête à casquette, quoi. Et le côté un peu noir machin, tu vois, ça fait un peu tu vois, tu parlais de gang, ça fait un peu ça fait mec pas gentil. Il y a un truc aussi que je trouve intéressant. Casey Neistat, il est visuellement connu par ses lunettes. Il a toujours des lunettes noires dans ses vidéos. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce genre de truc, c'est que si tu deviens très célèbre, le jour où tu deviens célèbre, si tu es devenu célèbre en portant un artifice ou un élément visuel supplémentaire dans les fois où tu as été filmé ou tu as été photographié, bah, ça fait qu'en fait, tu es célèbre avec cet élément-là. Et donc en fait, tu te retrouves avec beaucoup de célébrités qui sont connues, enfin les acteurs notamment, qui évidemment peuvent pas faire ça, qui sont connus pour leur visage, et qui sont obligés de porter des casquettes et des lunettes noires quand ils sortent dans la rue. Et puis t'as d'autres types de célébrités qui sont fait connaître avec une casquette et des lunettes noires, et qui en fait ils ont juste à sortir normalement dans la rue, et personne les reconnaît parce qu'ils ont pas leurs attributs. Et ça, je trouve ça génial, tu vois. Et je me dis Casey Neistat, bon, je pense qu'il sera quand même reconnu parce qu'il a fait 50 000 vlogs et qu'on sait tous les yeux qu'il a. Mais en vrai, s'il sort sans ses lunettes, il sera moins facilement reconnu que s'il sort avec ses lunettes. Donc ça lui offre un loisir de rester naturel. Évidemment, moi j'ai pas du tout cette célébrité-là, mais je me dis, on sait jamais. Maintenant que je fais des résumés de livres qui dépassent les 100 000 vues, peut-être que un jour, je vais être harcelé de gens qui vont me courir après dans la rue en me disant, ah, c'est le mec des résumés de livres, génial, on a adoré ton résumé sur l'art de la sédition et sur l'honnêteté radicale. Et là, j'aurais juste à enlever ma casquette et hop, c'est qui ce mec? Et plus personne ne va me faire chier. Tu vois. Donc je me dis, en fait, j'aime bien cette idée-là d'être connu visuellement avec un artifice et ensuite de pouvoir en fait au naturel être tranquille, tu vois, plutôt que l'inverse. C'est sûr, c'est sûr.
Tu vois, t'imagines Thibaut InShape, comment ça doit être l'horreur, hein, la vie avec la célébrité et machin. Enfin, Ouais. tu En sors fait, dehors, ouais. ça doit être l'enfer. Enfin, Je tu peux même pense, pas je faire des pense pas. Alors, courses. je pense que pour nous, oui, parce que nous, surtout toi, mais dans une certaine mesure, moi aussi, Ouais. on n'essaye pas, si Ouais. tu veux, d'être célèbre pour la célébrité. On n'essaie pas d'être le plus célèbre possible. On est quand même, on a quand même notre business avant tout. Évidemment, on essaye de se faire connaître dans l'intérêt de notre business. Mais si on devait choisir, si tu veux, entre demain être super célèbre, mais avoir notre business pareil, ou avoir le même niveau de notoriété, mais avoir notre business qui fait x10, je pense que tous les deux on choisit le business, tu Ah vois. bah oui, x10, ouais. Et je pense qu'en fait, les gens qui sont très connus, on devient rarement très connus par hasard. Les gens qui sont très connus sont des gens qui avaient un désir profond d'être très connus. Et donc, je pense qu'ils le vivent moins mal que nous on le vivrait, tu vois. Et ils voient plus probablement les bénéfices de tout ça, qui sont la fierté d'être reconnu, toutes les opportunités qui viennent avec ça, le fait d'être invité dans tous les trucs un peu select et tout. Ça a aussi beaucoup de bénéfices, et je pense que c'est ça que les gens perçoivent, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Mais je comprends que pour moi aussi, ça a l'air d'être, enfin, c'est l'horreur d'être un gros youtubeur, machin, surtout que c'est souvent tu par des gens qui sont très jeunes. Donc, tu sais, c'est des gens qui n'ont pas forcément le recul et la politesse nécessaire quand ils te rencontrent tu vois, pour être respectueux de toi. Ils vont juste vouloir faire leur selfie pour avoir leur trophée avec toi. Tu deviens en fait un trophée vivant, quoi. Les gens prennent des photos de toi discrètement dans la rue, t'as plus de vie privée, c'est-à-dire que dès que tu veux faire des trucs. Genre, tu vois, moi je me suis toujours dit, les pauvres influenceurs nutrition, tu vois, qui ne peuvent plus jamais aller dans un McDo et se faire un Royal Deluxe, quoi. Plus jamais! Parce qu'il y a forcément un mec qui va les reconnaître, qui va prendre une photo et qui va dire regardez, ce mec est un Ah tiens, menteur. En c'est fait, il Thibaut bosse chez McDo. InShape, ou je sais pas, non, je sais pas qui, mais Thibaut InShape, qui je pense est- qu'il s'en sort avec l'histoire du cheat meal et tout, tu sais. ah oui, Mais en oui, ouais, vrai, t'as raison. enfin, tu vois, tous les gens qui sont connus pour une vertu en particulier, bah en fait, ils sont condamnés à vivre dans la prison de cette vertu et souvent ils pètent un câble. Et tu sais, je pensais à un truc l'autre jour, c'est que je me disais, il faut qu'on arrête de célébrer les gens pour leur vertu. On doit célébrer les gens pour plein de trucs. On doit célébrer les gens pour ce qu'ils ont accompli, pour ce qu'ils ont apporté à l'humanité, pour leur talent, pour leur intelligence. On devrait jamais célébrer les gens pour leur vertu parce qu'on finit presque toujours par se rendre compte qu'en fait ces gens-là étaient des énormes ordures en secret. Et tu vois, récemment avec l'abbé Pierre et tout, genre, tu vois, c'est vraiment le cliché de ok, t'es pas Mère Teresa ou t'es pas l'abbé Pierre, tu vois, c'est le cliché de euh, Bah oui, ouais. la personne parfaite en fait. Il en Et reste tu plus te rends beaucoup. compte, et en fait, c'est ça, plus le temps passe, plus ces personnes tombent comme des mouches parce qu'on se rend compte qu'en fait, dans le secret, dans l'intimité, ils avaient des pratiques qui étaient complètement à l'opposé de ce qu'ils prenaient et du symbole qu'ils représentaient. Et je me demande si le fait d'avoir incarné ce symbole à grande échelle, ça t'influence pas à commettre des actes répréhensibles davantage que quelqu'un qui n'aurait pas ce statut-là. Comme s'il fallait rattraper quelque chose ou comme s'il fallait contrebalancer quelque chose. Et la psychologie humaine est complexe, tu vois. Et donc je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de penser que les gens font des choses par altruisme, parce que je pense que personne ne fait rien par altruisme. Même les gens qui donnent à des associations, qui s'investissent pour les autres, ils le font parce que ça leur fait du bien. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire et que c'est pas bien de le faire. C'est super qu'il y ait des gens qui fassent ça. Mais il faut arrêter de penser qu'il y a des gens qui ont une morale supérieure, parce qu'en fait on les encourage à se comporter de manière complètement opposée à ça quand on fait ça, tu vois. C'est marrant parce que c'est exactement la thèse du livre que je t'ai recommandé. Je sais pas si tu te souviens, je t'ai Ah recommandé oui. un livre de philo. Et qui Rappelle-moi, c'est s'appelle l'influence de l'odeur des donc c'est croissants chauds l'influence sur la de bonté l'auteur humaine. des croissants, voilà, qui est ruvènogien, qui parle de philosophie morale, etc. Et il a tout un discours aussi, donc sur plein de sujets, mais notamment sur l'éthique des vertus. Donc l'éthique des vertus, c'est cette idée de comment dire, il y a des gens qui seraient meilleurs par une vertu morale, et cette idée vient des Grecs, qui est très très influencée par la culture grecque, etc. Et il est hyper critique de ça et explique que ça, voilà. Et je trouvais que ça faisait assez écho avec ce que tu dis, quoi. Bah, je le lirai, je le Et, lirai. J'ai commencé, hein. et Le ok. livre, Honnêteté radicale, là aussi, lui dit que la plus grande maladie du siècle, c'est le moralisme. Et que ça rend les gens Non. complètement Ah bah, menteurs et manipulateurs. tu vas kiffer Ruvènogien parce que toute l'idée de Ruvènogien, c'est de désengorger, c'est de libérer le sac. Toi, t'es dans le sac du voyage, mais le sac de la morale et pour être beaucoup plus libre et léger dans sa vie, voilà. Et donc, Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait
Dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se comporter de la pire des manières et qu'en fait, s'en foutre de ce que ressentent les autres et se comporter de manière égoïste. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui vont te dire ça comme objection? C'est pas parce que tu passes d'un extrême que tu es forcément obligé de tomber dans la pourriture extrême. En fait, tu peux. Ce que montre, par exemple, Prévenogien, c'est que tu peux fonder des fondements moraux qui sont sur une base saine. Et justement, c'est de les mettre sur d'autres fondements qui n'est pas sain. Et le seul fondement sain vraiment d'une morale, c'est le principe de pas faire mal à autrui, de pas faire mal à autrui. Et ça, c'est un concept qui est ni religieux. C'est pas parce que c'est dans la Bible, etc., machin, parce que ça serait terrible. Si on faisait, comment dire, si on ne fait pas de mal à quelqu'un par peur du jugement, etc., ça veut dire que t'es pas vraiment gentil, en fait. Ça veut dire que c'est par peur de la punition que tu fais les choses. Et en fait, quand tu regardes, le seul vrai fondement moral, ce qui peut être, c'est le fait de ne pas vouloir le mal, de faire du mal à autrui. Et dans ce cadre-là, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? Et on voit que c'est pas si simple, parce qu'il y a des cas où, d'un certain point de vue, ça peut faire du bien ou du mal, etc. Donc sur quoi on juge, etc. Et moi, j'ai vraiment kiffé tout ce philosophe. Moi, j'ai presque tout lu de ce philosophe. Et j'ai vraiment eu l'impression de me libérer de quelque chose, tu vois, de le poids de la société, le poids un poids qui nous empêche d'être nous-mêmes. Est-ce que ça répond à ta question? Je sais même plus c'était quoi ta question. Ouais, mais en fait, moi je trouve ça tellement complexe, tu vois. Parce que, en fait, il y a peu de gens. En fait, on peut penser à plein de gens dans nos têtes qui font des choses néfastes pour l'humanité, mais peu de ces gens-là le font en ayant conscience, tu vois. Peu de ces gens-là seraient d'accord avec nous, en fait. Ils diraient non, non, moi ce que je fais, c'est je sauve le monde. Poutine, il va dire non, non, moi ce que je fais, c'est que je dénazifie l'Ukraine. Je suis pas du tout en train d'envahir un pays étranger, tu vois. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, qu'est-ce qui fait que toi t'as raison et que lui il a tort dans ce cas-là, tu vois. Si chacun pense avoir raison et moi je prends l'avion, en soi je fais de mal directement à personne, mais indirectement j'augmente le niveau de CO2 sur la planète et j'encourage à long terme sa destruction, tu vois. Donc qu'est-ce qui est vraiment moral et qu'est-ce qui est vraiment pas? Finalement, on se retrouve toujours avec cette question et comment mener sa vie en essayant de faire moins mal aux autres, quoi. Yes. Alors, tu veux que je commence à répondre avec Poutine Vas-y. ou c'était une question qui visait pas Vas-y, il y avait trop de questions. répondu. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des ancrages moraux, c'est-à-dire qu'on peut être plus sensible à certaines choses qu'à d'autres. Par exemple, tu peux avoir un ancrage qui est plus sur des formes d'absolu, c'est-à-dire qu'en toutes circonstances, il ne faut pas faire quelque chose. Donc ça, c'est un ancrage dans lequel par exemple, il faut jamais mentir, il faut jamais, par exemple, certains, ça va être la tromperie ou je sais pas quoi, il faut jamais faire ça. T'en as d'autres, ça va être de penser en termes de conséquences. Qu'est-ce qui, d'une certaine manière, maximise, tu vois, le bonheur global. Quand tu regardes Poutine sur ce prisme-là, en fait, tu vois bien que lui, il est dans une logique où il veut maximiser de son point de vue finalement comment dire le bien-être de sa tribu. Tu as la tribu qui est la Russie, etc. Machin. Les autres, on s'en fout. Donc déjà, tu vois qu'en termes de niveau de conscience, tu vois, plus tu es centré vers une vision qui est réduite de sa tribu, plus tu vas avoir une logique qui est il y a un ennemi sur lequel il faut taper. Ça serait plutôt moi qui réponds. Tu vois, je te dis, en fait, Poutine, il est le fait qu'il soit incapable d'avoir un point de vue qui est beaucoup plus universel que la vision centrée sur la Russie, ça montre qu'il est encore dans une logique de conscience qui est assez basse, tu vois. C'est pas du bien ou du mal, c'est juste que, voilà, c'est le niveau de conscience où il est et il pourra pas faire autrement comme ça, tu vois. Sur ce que tu me dis, je peux te donner mon opinion? Vas-y, ouais, vas-y. Moi, je trouve que c'est C'est un justement débat. plus facile de s'accorder à un principe global, du style toujours dire la vérité ou ne jamais tromper, plutôt que de chercher justement à maximiser le bonheur global. Parce qu'en fait, c'est impossible de chercher à maximiser le bonheur global, tu vois. Et c'est non seulement c'est impossible, mais en plus c'est contre tes instincts naturels les plus profonds. Par exemple, tu sais, tous les dilemmes moraux, genre est-ce qu'il vaut mieux abandonner ses enfants pour sauver 10 personnes à l'autre bout du monde, tu vois, ce genre de truc.
En fait, c'est impossible toujours de répondre à ce truc-là parce que en fait, instinctivement, on va toujours plutôt mettre du temps, du soin et des efforts pour sa tribu, pour ses proches, pour sa famille, plutôt que pour des gens qu'on connaît pas. Et finalement, c'est normal et c'est la manière aussi dont l'humain fonctionne et dont l'humain a réussi à se développer, tu vois. Alors que si tu te bases sur un principe, par exemple, bah, c'est l'idée du bouquin Honnêteté radicale, c'est se dire la morale, tu laisses tomber parce que c'est impossible, ça n'existe pas et c'est juste utilisé comme un outil pour manipuler et pour mentir. Par contre, la vérité, ça existe. Dire ce que tu penses, dire la vérité, ça existe. Lui, il appelle ça l'intégrité. Il dit qu'il faut remplacer la morale par l'intégrité, tu vois. Quand tu es intègre, tu peux pas, si tu veux, tu peux évidemment faire du mal, mais au moins, tu as une boussole sur laquelle tu peux pas te tromper, en fait. Tu peux pas te tromper sur ton intégrité. Si tu dis ce que te tu penses, t'as moins répondrais, de chance de te tromper plutôt que si tu essayes de faire le bien, tu vois. je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu penses à maximiser le bonheur global, à une vision qui est plus anglo-saxonne et qui est plus libérale, parfois c'est compliqué parce que dans des calculs compliqués, tu sais pas trop machin. Mais ce que te répondrait l'exemple classique en philosophie sur ce que tu dis, c'est bah, s'il faut faire les choses en toutes circonstances, tu vois, imagine que t'as été un résistant pendant la guerre et que t'as caché des juifs, t'as les Allemands qui frappent à ta porte, est-ce que tu vas et te demandent est-ce que vous avez des juifs chez vous, est-ce que tu vas répondre oui, tu vois? Bah ton principe de dire toujours la vérité, là il est mis à mal quand même, non? Tu crois pas? C'est pas. Même Alors, si il en parle. Il y a un aparté là-dessus avec exactement cet exemple dans le bouquin. Et si je me trompe pas, il explique que, en gros, l'idée c'est pas de toujours dire la vérité, mais c'est d'être honnête avec les gens auxquels on tient, tu vois. C'est-à-dire si tu veux, c'est surtout un livre sur les relations, et donc si tu veux créer des relations vraies avec les gens, des vraies relations d'amour, il faut être capable de leur dire ce que tu ressens vraiment, tu vois. C'est plus tourné autour de ça que sur des trucs ok, si tu te fais arrêter par la police et qu'ils veulent que tu dénonces je sais pas qui, et tu vois. Dans ce cas-là, en effet, je suis d'accord avec toi, c'est pas non plus un truc qui peut s'appliquer partout. Il me reste 5 minutes avant de devoir rendre ma chambre. Est-ce qu'on n'a pas un dernier c'est les coups de sujet cœur. qu'on peut aborder? Ah oui, les coups de cœur. Ok, Bah voilà. les coups de cœur, bien sûr, que j'ai Bah là, on complètement passe au coup de préparé. cœur là. Oui, je te laisse commencer. Ah, il réfléchit. C'est bon, Alors j'en moi, ai. écoute, je vais pas être original, mais ça a vraiment changé ma vie là d'entrepreneur, donc je vais en parler. Et je trouve ça tellement con parce que je vois ça depuis longtemps et je l'ai pas appliqué, etc. Donc enfin, je vais remercier c'est Shubham, notre ami Shubham là, qui m'a fait découvrir il y a assez longtemps, mais je l'ai jamais utilisé, qui est Notion Calendar. Je sais pas si tu connais. Mais c'est incroyable pour les calls, pour pas louper des appels et pas être en retard, etc. C'est hyper chiant les calendriers, faire booker des appels et machin. Et en fait, tu te retrouves toujours avec des problèmes. Tu te souviens, le calendrier Apple, là, c'était un enfer pour faire des appels. On n'avait pas les liens, les trucs et machin. Les personnes de notre équipe arrivaient pas à joindre FaceTime, machin, donc ça fonctionne pas, tu vois. Il y a eu des bugs aussi sur les notes qu'on avait, machin, qui se réinitialisaient, machin. Google Agenda, c'est pas mal, ça fonctionne parce que ça envoie les notifs et donc ça c'est les invitations aux gens, c'est super. Par contre, t'as pas d'app, le truc c'est moyenâgeux, ça fonctionne une fois sur deux. Et ben en fait, Notion Calendar, c'est juste une petite application qui se rajoute dessus. Et en fait, ce que tu as, que je trouve extraordinaire et moi qui a changé ma vie, c'est que tu peux avoir en haut de ta page, de ton Mac là, la barre tout en haut, tu peux avoir bah dans 3 heures, t'as ton prochain rendez-vous. Alors t'es pas là à stresser, à te dire ah bah c'est quand mon rendez-vous, machin, à regarder 4 fois ta montre, machin, et passer une journée de merde parce que t'as des appels. Alors certes, avoir des appels ça coupe quand même ta journée, mais là en fait t'es un peu plus libre parce que tu sais que tu peux faire autre chose et tu vois toujours l'heure, dans 30 minutes ton rendez-vous, machin, etc. Et rien que pour ça, l'app est vraiment bien, donc là j'espère l'avoir bien vendu et voilà. Tu devrais essayer, enlève le Jamais. calendrier d'Apple là, c'est Moi, horrible. je déteste Notion et de toute façon, j'ai un rendez-vous par semaine, donc. Ah mais c'est pas Notion, c'est juste une app de Mais calendrier tu sais ce que j'aime. Moi, améliorée. j'ai Apple Calendar qui s'intègre avec tout. C'est dans mon téléphone sous forme de Attends. widget. Donc je vois tout de suite ce que j'ai dans ma journée. Je reçois une alerte 1 heure avant. Je peux pas le rater. Franchement, mais pour ce que C'est j'ai, la mais même moi, j'ai chose très en peu de mieux. rendez-vous. Et j'ai très peu de rendez-vous, donc j'en doute pas. Mais Notion est mieux pour tous les gens qui ont beaucoup de trucs à gérer. Moi, j'ai peu de trucs à gérer, donc j'ai pas envie d'utiliser une usine à gaz. Mais je suis d'accord que pour les gens qui ont beaucoup de Mais ça n'a rendez-vous, rien je à suis voir sûr avec que Notion. Là, je sais que je force, mais c'est pour nos auditeurs parce que je voudrais pas laisser sur une défaite argumentative. En fait, ça n'a rien à voir avec Notion. C'est juste qu'ils ont racheté Notion, mais c'est juste une app qui se met en plus Ok. et qui est beaucoup plus rapide, qui fonctionne pareil qu'en fait les Après, calendriers, moi, ça j'ai pas synchronise, de. machin. Enfin, et moi, tout.
aucun reproche à faire au calendrier d'Apple. C'est ça aussi la base, tu vois. C'est que moi, j'ai pas de problème avec. Pour moi, ça fonctionne, tu vois. Mais le jour, en effet, le jour, pour les gens qui sont pas totalement satisfaits, essayez Notion Calendar. T'as des actions, merci c'est ça Shubham. Non, pas du tout, pas du tout. Et voilà, donc c'est pas très, c'est pas comment dire, c'est pas très innovant parce que Shubham en parle depuis je sais pas combien de temps dans sa vidéo, mais des fois il y en a qui sont un peu lents à la détente comme moi, donc voilà, allons-y. Moi, j'ai des actions dans le produit que je vais vous présenter maintenant, donc c'est pas totalement T'as un conflit d'intérêt. un gros conflit d'intérêt, mais ça reste C'est Apple. le coup de cœur. Ça reste un coup de cœur, donc ça vient du cœur. C'est évidemment Apple. Et il y a les AirPods Pro 2 qui sont sortis il y a un petit bout de temps, hein, il y a genre peut-être 2 ans, un truc comme ça. Et là, ils ont juste mis à jour avec le port USB-C. Donc moi, j'ai pris le nouveau et j'ai filé l'autre à quelqu'un qui en avait besoin. Donc j'ai voilà, j'ai le port USB-C. Et ce qui est génial avec ces AirPods Pro 2, c'est que ils ont un mode. Tu sais, le but c'est que c'est des écouteurs à réduction de bruit. Donc ils ont un mode réduction de bruit que j'utilise jamais sauf dans l'avion parce que la réduction de bruit est trop forte. Donc moi, la plupart du temps quand j'écoute de la musique ou des podcasts, c'est quand je marche dans la rue, tu vois. 95% du temps. Et j'ai pas envie de couper tous les sons quand je marche dans la rue parce que j'ai envie d'entendre s'il y a quelqu'un qui marche derrière moi, s'il y a une voiture qui passe à côté, etc. Il y a un autre mode qui est le mode transparence qui lui laisse passer trop de bruit. C'est comme si t'avais rien dans les oreilles. Donc tu vois, t'as une voiture qui fait un peu de bruit, t'entends plus ton podcast, c'est infernal. Donc pendant longtemps j'étais là avec ces deux modes à jamais choisir lequel utiliser, c'était chiant. Et ils ont lancé un nouveau mode qui s'appelle le mode adaptatif, petit mode arc-en-ciel dans les réglages. Mode adaptatif qui est intelligent et qui va en fait enregistrer tous les sons qu'il y a autour de toi et te retransmettre uniquement les sons importants tout en baissant les sons trop forts et qui servent à rien, genre un camion poubelle qui fait un boucan de fou. Donc ce qui fait que quand tu marches dans la rue avec ça, alors moi j'ai testé à New York est le meilleur endroit sur Terre pour tester ça parce que New York il y a un niveau de bruit qui est insupportable. Vraiment tu passes une semaine là-bas, tu pètes un câble. Tout fait du bruit, les voitures, les klaxons, les sirènes d'ambulance, c'est un enfer. Les camions, enfin tout fait un bruit de malade. Les gens qui parlent fort, tout fait un bruit de malade. Et en fait avec ça, bah d'un coup, tu vois, t'entends tout, t'as l'impression d'avoir rien dans les oreilles, vraiment, mais juste d'être dans un endroit sain, avec un niveau de volume sain. Et ça change tout. Et en fait, t'entends ton podcast et tout, et s'il y a une voiture qui fait, ou s'il y a une sirène qui passe à côté, bah en fait, plus elle va s'approcher, plus il va tempérer le bruit de la sirène, et en fait, jamais ça va te faire mal aux oreilles, jamais. T'auras jamais mal aux oreilles avec ça, donc c'est même bon pour ton audition. Et franchement, c'est incroyablement bien exécuté. Apple réussit pas toujours à bien exécuter ses fonctions d'IA, mais là, c'est incroyablement bien exécuté. Et donc, pour tous les gens qui aiment écouter des trucs en marchant, en ville, mais qui veulent pas se sentir complètement isolés, j'ai rien trouvé de mieux que ça, et je sais pas s'il y a un concurrent qui fait aussi bien que ça, j'ai pas testé les autres, donc j'en sais rien. Mais c'est spectaculaire, et ça a changé ma vie, moi. Ça fait ça fait peut-être un an que j'utilise. Comme t'as niqué de mon coup de cœur, je vais me venger. Moi, comment tu peux recommander des AirPods alors que tu utilises, comme moi, la version filaire parce que tu sais tous les problèmes des AirPods. Tu sais le problème de la batterie. Les AirPods ne sont pas à utiliser dans des conditions de studio. N'utilisez pas des AirPods pour enregistrer un podcast. N'utilisez pas les AirPods même pour le micro des AirPods pour discuter avec quelqu'un parce qu'il est pourri. Les AirPods sont utilisés pour écouter de la musique, des podcasts et des vidéos. C'est un appareil de consommation, c'est pas un appareil de production. À partir du moment où on sait ça, on se balade toujours avec des filaires. Moi, si je me balade avec des filaires, c'est pour une raison principale, c'est pour le montage vidéo. Quand tu fais du montage vidéo dans l'avion, par exemple, enfin dans un lieu public et que tu peux pas juste avoir le son, le volume allumé, et ben les AirPods c'est pas ouf parce que tous les écouteurs sans fil, en fait c'est pas ouf parce qu'il y a une petite latence et tu peux pas monter s'il y a une latence. Et du coup les filaires ça sert à pas avoir de latence. Donc prenez-les quand même, hein, ça coûte 20 balles. Prenez quand même des filaires. Mais bon, il n'y a pas photo quand même que tu te balades dans la rue, c'est ça ou rien quoi. On s'arrête là-dessus. On se revoit donc le mois prochain. Et d'ici là, c'est quoi notre slogan de podcast pour dire au revoir? Peut-être qu'il faudrait le trouver avant de lancer le podcast. Bah écoute, mission pour le prochain épisode, trouver un slogan. Yes. Si vous avez des idées, mettez-nous en commentaire, on en tiendra compte. Ciao tout le monde.